This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Okay, you can do this. I know. Carvana makes it so convenient to sell your car. It's just hard to let go. My car and I have been through so much together. But look, you already have a great offer from Carvana. That was fast. Well, I know my license plate and VIN by heart, and those questions were easy. You're almost there. Now to just accept the offer and schedule a pickup or drop-off. How'd you do it? How are you so strong in letting go of your car? Well, I already made up my mind, and Carvana's so easy. Yeah, true. And sold. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va attaquer le 7e épisode. C'est déjà pas mal, hein, il en restera. Donc aujourd'hui, je vais vous faire d'abord un tout petit rappel du dernier épisode. Alors, épisode précédent, on a parlé d'une théorie de la relativité d'Einstein. Cette théorie a été largement, depuis qu'elle a été élaborée, non seulement restée théorie, mais surtout elle a été observée, expérimentée avec une acuité et une finesse remarquables. Bon, on en était là, donc en fait un tout petit rappel, c'était que se passe-t-il lorsque deux repères, l'un par rapport à l'autre, étaient à une vitesse constante. On se posait la question en fin de l'épisode, c'est qu'est-ce qui se passait lorsque les vitesses n'étaient plus constantes, c'est-à-dire lorsque quelque chose subissait une accélération. Qu'est-ce qu'était une accélération? Alors, dans le dernier épisode, on a parlé aussi d'une expérience de pensée intéressante, qui était que se passe-t-il si nous sommes dans un ascenseur et que le câble était coupé? Or, dans l'ascenseur, nous étions les pieds au sol, avant que ce soit coupé, bien sûr, et il y avait un œuf, une boule de pétanque, un sac de ciment, etc., tout ce qu'on veut au sol. Et lorsque le câble était coupé, tout tombait à la même vitesse. Donc, du point de vue de l'individu qui était dans l'ascenseur, tout était en train de flotter autour de lui. Donc, il pouvait très bien se dire qu'il était dans l'espace, loin de toute planète qui lui ferait subir une gravitation. C'était un peu ce qu'on appelait le principe d'équivalence. De la même manière, imaginons un ascenseur ou alors un vaisseau spatial, disons qui est immobile ou alors il y a une vitesse constante, et soudainement, on met le moteur en route, c'est-à-dire que l'individu subit une accélération dans l'autre sens. Et rien ne permet de lui dire qu'il est dans un vaisseau spatial qui va à une vitesse qui est accélérée, ou simplement de dire qu'il est simplement au sol. Donc il y avait une équivalence entre être soumis à la gravitation d'une planète ou être dans l'espace vide, subissant une accélération bien sûr. C'était quelque chose d'assez étonnant. Donc, que se passe-t-il lorsque l'on subit une accélération? Donc on subit une accélération et puis une force dans l'autre sens. Et ça a été le début d'une fine recherche de la part d'Einstein qui se demandait mais qu'est-ce que c'était que la gravitation finalement? Alors, il a élaboré une théorie qu'on appelait la relativité générale, disons, qui comprenait la relativité restreinte plus que se passe-t-il lorsque c'était en accélération. Et cette théorie a été, elle aussi, largement étudiée et surtout observée. On a beaucoup de preuves que cette théorie est plutôt juste. Dans une certaine mesure, on en reparlera une autre fois. Mais pour l'instant, qu'est-ce que c'est que la relativité générale? Alors, la notion de gravitation et de géométrie, c'est très important, c'est à la base de la relativité générale. Donc, que se passe-t-il lorsque l'un objet est en ligne droite, tranquillement dans l'espace interstellaire, vide de tout? Cet objet va en ligne droite avec une vitesse constante. Imaginons qu'il y ait une planète dans le coin, et lorsque le vaisseau spatial arrive aux alentours de la planète ou de l'étoile, eh bien,
ce vaisseau spatial subit une déviation. Alors, en subissant cette déviation, c'est finalement l'interaction de la gravitation sur cet objet. Mais en réalité, cette gravitation est due à une déformation de la géométrie autour de la planète ou de l'étoile, de la grosse masse. En fait, pour avoir une idée plus simple, essayons d'imaginer encore une fois une expérience de pensée simple. Imaginez un grand drap élastique, tendu, très tendu. Et on fait rouler une petite bille sur ce drap, une petite bille très légère, sans frottement, imaginons. Cette petite bille va rouler tout droit sans aucun problème. Et ne s'arrêtera jamais puisqu'on peut imaginer qu'il n'y a aucun frottement non plus. On est dans une expérience de pensée. Imaginez maintenant que dans ce drap, on y pose une grosse boule de pétanque, par exemple. Évidemment, le drap sera déformé. Il fera une espèce de, vue de l'extérieur, une espèce de cône. Au centre, la boule, et puis l'espace autour est déformé. Cette petite bille qui vient de loin va rentrer dans cette espèce de cône autour de l'objet bien lourd. Alors, plusieurs possibilités. Première possibilité, le petit objet va très vite. Donc, il va subir une déviation, il va tourner sur une paroi du cône, par exemple, et il va en ressortir en étant dévié. Imaginons que finalement, non, la vitesse est plus petite. Donc cet objet, s'il a une bonne vitesse, il va se mettre à tourner autour dans ce cône d'une façon régulière. Il sera en orbite autour de la grosse masse qui est au milieu du drap. Encore plus lentement, évidemment, il va rentrer dans ce cône et tourbillonner pour finalement, au bout du compte, tomber sur la grosse masse qui déforme ce drap. Alors, c'est un petit peu une idée, une vision lointaine, mais quand même assez proche d'une certaine réalité. C'est très simple. L'espace autour d'une étoile est déformé. Alors, déjà encore une notion complètement étonnante, comment l'espace vide peut être déformé. En fait, l'espace, rappelez-vous quand on parlait du 5e élément d'Aristote, l'espace, c'est-à-dire le lieu où tout est, on le pensait statique, on le pensait vide de tout. Et finalement, il est dynamique, c'est-à-dire qu'il est malléable. Une grosse masse peut déformer l'espace. Donc, cette théorie était basée sur une espèce de relation entre la masse, ce gros objet qui est au fond du drap, ou alors cette grosse étoile qui est dans l'espace. Il a la capacité de déformer l'espace autour de lui, de le tordre, de le courber. Donc, finalement, la théorie d'Einstein sur la relativité générale mettait en relation la masse d'un objet et la géométrie autour de cet objet. Alors, l'équation qu'il a sortie, c'est une équation complètement dingue. On peut dire que d'un côté du signe égal, dans une équation, il y a toujours un signe égal. À gauche, vous avez la géométrie et à droite, la masse. Ça veut dire que la géométrie est décidée par la masse et la géométrie ordonne à la masse comment elle va se déplacer. Cette théorie a été bien sûr observée dans de nombreuses expériences et une des conséquences de cette théorie, c'est donc la déformation de l'espace. En 1919, je crois qu'au moment d'une éclipse, on a réussi à observer la déformation même d'un rayon lumineux qui passait à côté d'une grosse masse. Lors d'une éclipse, on a regardé avant l'éclipse où était l'étoile, après l'éclipse, elle était légèrement déplacée. Ça voulait dire que le rayon lumineux était dévié par le soleil pendant l'éclipse. Cette mesure était presque parfaite par rapport au calcul prédit par les relations d'Einstein. Et après, il y avait quand même pas mal d'erreurs parce qu'en 1919, l'instrumentation n'était pas assez fine. Mais beaucoup plus tard, dont maintenant, on s'aperçoit énormément d'expériences d'observation où même la lumière, est déviée par une masse. Donc, la relativité générale implique, chose très intéressante, que la masse déforme l'espace et l'espace ordonne aux objets de se déplacer, disons, dans cette déviation. Alors, que dire encore de la relativité générale? Alors, la relativité générale, il y a un peu le même phénomène que lorsque l'on parle de la relativité restreinte. Rappelez-vous, en relativité restreinte,
Avant la relativité restreinte, disons, on pensait que le temps partait de moins l'infini et allait vers plus l'infini, ou même de 0 jusqu'à plus l'infini, aucune importance pour l'instant, mais que ce temps s'écoulait de la même manière pour tous les objets présents dans l'univers. Or, la relativité restreinte a montré que plus on va vite, plus le temps s'écoule d'une manière différente d'un observateur à l'autre. Ça, c'était comme une nouvelle vision de l'espace-temps dans lequel nous étions plongés. En relativité générale, il existe le même phénomène. Plus on est proche d'un objet massif, plus le temps s'écoule lentement. Plus on est loin, plus il s'écoule peu lentement. On a fait des expériences avec des horloges atomiques extrêmement précises, tout simplement sur un immeuble d'une vingtaine d'étages. On met une horloge atomique en bas, au rez-de-chaussée, on en met 2 même, on les synchronise, et on en laisse une en bas, et on en met une au 30e ou au 40e étage de cette tour, et on laisse le temps passer. Et lorsqu'on regarde le temps qui s'est écoulé dans la première horloge par rapport à la seconde horloge, on s'aperçoit qu'il y a un décalage. Bien sûr, infime à notre échelle, infime, ça c'est pas un milliardième de seconde, ça n'a quasiment aucun effet visible à notre échelle. Mais sur des échelles plus grandes, je ne sais pas si vous avez vu le film Interstellar, où on voyait un vaisseau spatial autour d'une planète extrêmement lourde qui était en orbite avec un équipage, et une personne restait dans la navette et une partie de l'équipage descendait sur cette planète, en restant le moins longtemps possible. En fait, dans le film, je crois qu'ils sont restés quelques jours simplement, et quand ils sont remontés dans la navette, eh bien le temps s'était écoulé dans la navette de plusieurs années, donc une semaine, plusieurs années. Donc une dilatation du temps, encore une fois, à cause de la gravitation de cette planète. Cette notion aussi de dilatation du temps est mesurable et elle est utilisée, par exemple, pour les GPS. Donc le GPS, plusieurs satellites à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus du sol, pour faire une triangulation, pour connaître exactement la position du récepteur, disons, de votre voiture ou de votre téléphone. Mais si on ne tenait pas compte de la dilatation du temps à des distances de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, on aurait une précision extrêmement faible. Or, justement, en tenant compte de la notion de dilatation du temps à des altitudes relativement élevées par rapport à la Terre, on est obligé de tenir compte de la dilatation du temps pour avoir une précision beaucoup plus fine. Et d'ailleurs, actuellement, on a des précisions extrêmement fines avec un GPS. Donc, lorsque cette théorie est apparue en 1915, c'était vraiment révolutionnaire, complètement révolutionnaire. On a assez vite vu que c'était complètement valable avec cette notion de déviation de la lumière autour d'une étoile. Et puis, plusieurs physiciens de plusieurs pays différents se sont branchés sur ces mathématiques complètement dingues de la relativité générale. Et plusieurs solutions des équations ont été élaborées. Dans la première solution, on a découvert un truc assez étonnant, c'est la notion de trou noir. Puisqu'une masse était capable de déformer l'espace autour d'elle, on s'est posé la question, en sortant de l'équation, qu'à partir d'une certaine masse et d'une certaine, disons, compacité et densité de cette masse, il était possible que l'espace était tellement distordu, tellement courbé, que finalement, il se refermait sur lui-même pour fabriquer un trou noir. Alors cette notion était étonnante parce que même la lumière ne pouvait pas sortir d'un trou noir. Alors qu'est-ce qu'un trou noir? En fait, c'est l'effondrement d'une étoile, d'une certaine manière, disons. Une étoile, rappelez-vous, c'est une égalité, c'est un équilibre entre l'effondrement gravitationnel de l'étoile, de la masse de l'étoile sur elle-même, et la pression qui repousse. Donc un équilibre se faisait, et puis l'étoile naissait, vivait, et finalement, dans certains cas, elle pouvait s'effondrer tellement que finalement la gravité l'emportait même sur la pression, que le rayon de cette étoile pouvait éventuellement arriver à un rayon nul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un rayon nul? Alors ça, c'est la grande question. On a appelé ça une singularité, c'était quelque chose qui était mathématiquement impensable. Parce que lorsque l'on mettait un rayon nul dans ces équations-là, on obtenait des valeurs infinies. Et ça, le mathématicien vit bien avec l'infini, mais le physicien vit très très mal avec l'infini.
Donc c'était un drôle de truc. Comment imaginer un trou noir? Bon, effondrement, jusqu'à éventuellement un rayon nul, tellement dense que même la lumière ne pouvait pas s'échapper. Alors, en réalité, une autre des conséquences de la théorie, c'était que se passerait-il si on tombait dedans? Donc on ne va pas rester trop longtemps sur cette notion de trou noir, on en reparlera une autre fois, mais même le temps et l'espace sont tellement courbés que de nombreux problèmes apparaissent lorsque l'on touche à la notion mathématique du trou noir. Une autre conséquence de la relativité générale, c'est que lorsqu'il a découvert ces équations, Einstein, lui était persuadé dans son intuition, dans ses convictions, que l'univers était fixe et stable et infini. Et dans ces équations, il a vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que finalement, qu'il pouvait y avoir une expansion de l'univers. Et ça l'a gêné beaucoup. Ce qui fait que dans ces équations, il s'est amusé à rajouter un petit terme qui était ce qu'on appelait la constante cosmologique, qui empêchait justement cette expansion de l'univers. Bon. Mais il avait le droit de le faire mathématiquement, c'était tout à fait légal, disons, légal dans le sens mathématique du terme. Et plus tard, en observant le ciel, Hubble a découvert que finalement, en regardant les galaxies lointaines, qu'elles s'éloignaient toutes de nous. Alors tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout s'éloigne de nous? Serions-nous redevenus centre de l'univers puisque tout s'éloigne de nous? Eh bien, il y avait une autre observation qui était assez étonnante aussi, c'était que les objets les plus lointains s'éloignaient plus vite encore. Alors, en fait, le résultat de cette étude, c'était simplement que c'était l'espace qui bougeait, qui grandissait. Les choses ne bougeaient pas. Les choses ne bougeaient pas, étaient relativement fixes, de quelques kilomètres par seconde. Dans l'ensemble, c'était l'espace qui grandissait, un petit peu comme un pudding dans lequel vous avez préparé une pâte avec de la levure, et puis vous mettez des raisins secs dedans, et puis vous laissez monter. Eh bien, vous vous apercevez que finalement, non, les raisins secs ne bougent pas, c'est la pâte qui gonfle. Eh bien, l'expansion de l'univers, c'est l'espace qui grandit. Et quand Einstein a vu ça, que finalement c'était inéluctable, il a pensé que d'avoir rajouté ce petit terme dans ses équations, c'était la plus grosse erreur de sa vie. C'était pas une si grosse erreur que ça, parce que maintenant, en 2020, on est obligé d'utiliser cette constante cosmologique pour essayer de comprendre des choses nouvelles, des observations nouvelles. Mais on en reparlera, je suppose, une autre fois. Donc voilà, une autre conséquence, mais alors ça qui n'a jamais été observé, ce sont les trous de verre. Les trous de verre, alors ça serait comme qui dirait un trou dans l'espace-temps. Un trou, puisque l'espace est complètement dynamique. Faire un trou dans l'univers permettrait éventuellement de passer d'un endroit à l'autre d'une façon instantanée. Ça a été utilisé bien sûr dans beaucoup de films de science-fiction, mais le trou de verre, on n'a jamais, disons, eu d'observation fine et réelle par rapport à cette conséquence de la relativité générale. Une autre chose que l'on a vue depuis une vingtaine d'années en observant le ciel, c'est que non seulement l'univers était en expansion, mais plus le temps passait, plus cette accélération augmentait. Là, pour l'instant, nous sommes en train d'essayer de comprendre quelle peut être la conséquence de cette observation dans la suite des événements, dans la suite de l'univers, dans quel sera son avenir et quel était son passé. Voilà les amis, la suite au prochain numéro. Dans le prochain numéro, nous allons peut-être aller dans l'autre sens, c'est-à-dire visiter le monde de l'infiniment petit. Avant de terminer cette émission, je voulais remercier Raphaël Labrie pour son commentaire sur notre dernier podcast. Je cite « Excellent podcast, très captivant, en attente de la suite, force à vous ». Eh bien merci de ton commentaire, ça nous a fait à moi et à Willy très très plaisir. Si vous aussi vous aimez ce podcast, alors n'hésitez pas à mettre une note, une review, le partager autour de vous ou simplement en parler autour de vous, ça nous fera très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez toujours vous abonner à Ripley Media, vous verrez on y apprend plein d'autres choses sur les sciences et vous pouvez aussi suivre Ripley Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque nouvel épisode. À bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.
This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.